Van de Waal. On s'est déjà eu au téléphone et je vous ai déjà expliqué la raison pour laquelle je voulais vous interviewer. Et donc, la première, on va faire en trois parties, hein, comme d'habitude, comme je vous ai déjà dit. Vous terminez cette année 2021 la mandature au sein de conseil départemental. Donc, je veux qu'on tire un bilan là-dessus. On discute d'une manière générale sur l'essence que vous donnez à votre action politique. Ça, c'est un débat beaucoup plus large, et notamment par rapport à votre vécu au sein de la majorité à l'intérieur du conseil départemental. Ça, Tout à fait. voilà, donc allons-y pour la première question alors. Donc, comment vous voyez le bilan de votre mandature en tant que conseiller départemental? Je pense que le département, c'est un maillon essentiel de l'administration territoriale. La mission première des départements, c'est une mission avant tout à caractère social. Et je pense que le département, dans le droit fil de ce qu'il fait d'ailleurs depuis plusieurs décennies, a correctement, très bien même, rempli cette... Et vous, en tant que conseiller départemental, où est-ce que vous avez agi? Si je pourrais avoir trois actions qui vous voulez mettre en avant dans ce que pourrait être le point positif. Oh, si vous voulez, le mode de fonctionnement du conseil départemental aujourd'hui laisse une place relativement modeste aux individualités. Donc ça, c'est quand même, c'est une avancée majeure. Je considère que la fibre optique aujourd'hui, c'est-à-dire en fait un accès facile à Internet, c'est aussi important pour un territoire que l'eau potable jadis ou l'électricité. Et donc ça, c'est ce dont je suis le plus fier. J'avais initié tout cela lorsque j'étais vice-président. C'est moi qui avais lancé ce programme et d'ailleurs nous étions le premier département français à présenter un plan de déploiement intégral de la fibre optique dans les territoires ruraux. Et je dirais presque que les territoires ruraux, on ne va pas organiser de jalousie, mais c'est clair que dans les territoires ruraux, c'est particulièrement important, puisque en fait, ça abolit les distances. Donc aujourd'hui, c'est EDF qui en fait investit et construit le réseau départemental des Yvelines. À dire vrai, ça n'est qu'une question de tuyaux. Dans un cas, c'est le département qui aurait financé le réseau, mais aujourd'hui, il en serait propriétaire, donc on serait à la tête d'un vrai capital. Et au pire, on pourrait aussi décider de le louer ou voire de le céder à un opérateur. Donc aujourd'hui, bon, c'est l'opérateur qui investit, ça ne change pas grand-chose, ce n'est qu'une question, si je puis dire, de tuyaux. D'accord. Aussi parce qu'on a fait des choix techniques que moi j'ai toujours contestés. Il y a plusieurs dizaines de communes qui sont en montée en débit. Eh bien, la montée en débit, c'était une mesure provisoire. C'est un provisoire qui a coûté quand même quelques millions d'euros. Et ces communes, aujourd'hui, ont pris du retard pour le déploiement de la fibre. D'accord. Très bien. Donc, la fibre optique, notamment maillage complet de départements, notamment dans les zones rurales, très bien. Et côté de la solidarité, vous avez parlé du caractère social de l'action publique des Yvelines. Quels sont les points forts de cette mandature, si j'ose dire? Parce qu'il y a eu quand même une crise économique, malgré tout, et on a parlé des poids en matière de budget qui représentaient les RSA, qui était effectivement un problème national, hein, ça on a compris. Oui. Est-ce que vous pensez que le caractère social des départements a été quand même bien rempli? Autrement dit, la mission a été bien remplie ou pas? Oui, oui, là c'est très clair. On a la chance d'être un département riche, il faut le dire. On est un des départements les plus riches de France. Et donc, contrairement à d'autres départements de province, on a été en mesure de remplir complètement et intégralement nos missions. Puis évidemment, on a toute l'aide, notamment en direction des personnes âgées et notamment des EHPAD.
D'accord. On a vu à un moment donné que le département avait augmenté de 66% son, La taxe foncière. voilà, sa taxe foncière. Voilà. Oui, oui. Ça crée des débats, etc. Bon, aujourd'hui, on a réduit à 8, des 8 points. Donc concrètement, on sait bien qu'on a besoin d'argent pour pouvoir financer les actions publiques. On est d'accord. Mais cette aller-retour entre ce qu'on pourrait appeler les yo-yo fiscal, est-ce que vous pensez que c'était quelque chose qui a permis de clarifier ou est-ce que qui a, Non, qui a, qui là-dessus, a il fait faut être des… très très clair. Là-dessus, il faut être très clair. Au lendemain des élections municipales de 2015, le président a décidé d'augmenter massivement la fiscalité et en particulier la taxe foncière. Et on a fait un bond en avant tout à fait énorme. Ce bond en avant s'est même poursuivi puisque les années suivantes, la taxe a continué d'augmenter, même si c'était beaucoup plus léger. Et puis évidemment, année préélectorale oblige, en année préélectorale, on baisse. Et si vous voulez, ce qui compte, c'est de regarder la trajectoire sur le long terme. Et donc, ce que l'on constate, c'est qu'entre 2015 et aujourd'hui, la taxe foncière a augmenté de plus de 60%. C'est quand même un record national, il faut le dire. On a terminé l'exercice de l'année précédente, je parle de 2019, on n'a pas encore les comptes de 2020, mais on a terminé l'année 2019 avec plus de 200 millions d'euros dans les caisses. 200 millions d'euros? Plus de 200 millions d'euros, donc on est extrêmement riche. Qui est tourné dans ce domaine, mais c'est l'Assemblée départementale qui a pris un virage que je n'ai jamais accepté, qui a été donc cette augmentation massive et inutile des impôts. On n'avait pas besoin de ce matraquage fiscal qu'ont subi les Yvelinois. Et qui en plus non seulement a frappé les particuliers, mais qui a également frappé les entreprises. Ne l'oublions pas, la taxe foncière pèse aussi sur les entreprises. Or, nous avions toujours considéré au département que cette faiblesse de la taxe foncière faisait partie de l'attractivité économique de notre territoire. Et donc, à la fois, on a matraqué les particuliers et on a affaibli l'attractivité du territoire et la compétitivité des entreprises yvelinoises. La fiscalité a été, on veut dire, un des points qu'on va regarder dans les mois à venir parce qu'il y aura des élections, comme vous savez très bien. Oui. Très bien. Non, mais j'ai toujours eu un désaccord majeur là-dessus, je l'assume pleinement. Il y a eu, si vous voulez, bon, c'est clair que Pierre Bédier est le troisième président du département, puisque moi j'ai eu la chance de travailler avec Franck Borotra, j'ai travaillé avec Pierre Bédier, j'ai travaillé avec Alain Schmitz. Et clairement, si vous voulez, autant Franck Borotra et Alain Schmitz avaient une pratique, je dirais, très républicaine dans la façon de travailler avec les élus locaux, quelle que soit d'ailleurs leur appartenance. Pierre Bédier, lui, effectivement, a une pratique politique très différente qui, je dois dire, ne me satisfait pas. Il préside le département d'une façon assez monarchique, qui, à la fois, qui est une forme, il faut le dire, d'infantilisation des élus départementaux qui ne peuvent qu'approuver les initiatives du président ou bien alors en subir les foudres. Voilà. Si vous voulez, ces pratiques ont été… alors c'est vrai que les élus locaux, la plupart des élus locaux ont peur. Aucun ne souhaite se fâcher avec le président d'un département aussi riche et qui tient la bourse des subventions. Mais de temps en temps, le président dépasse les bornes et c'est arrivé en avril 2018 lorsque le maire de Versailles a réagi publiquement dans la presse pour dénoncer effectivement ces pratiques où, en l'espèce, le président tentait de lui imposer son choix d'aménageur. Où effectivement, le maire de Versailles
s'était insurgé parce que Pierre Bédy avait tenté de lui imposer une société d'aménagement, Citalios. Oui. Oui, je vois d'autres pratiques localement au nord des Yvelines, mais bon, on va pas passer. Je fais pas un papier sur Monsieur Pierre Bédier, hein, je fais un papier Oui, oui. sur vous en tant que. Qu'est-ce qui a changé depuis 6 ans, depuis que vous êtes très actif dans les PNR de la vallée des Chevreuses? Les parcs continuent d'être des fers de lance des politiques environnementales et plus largement des politiques de développement durable. Et c'est d'ailleurs le sens de l'accord qu'il y a entre le parc naturel régional et ce qui est maintenant son principal financeur, c'est-à-dire le Conseil régional d'Île-de-France. Donc, il y a en Île-de-France aujourd'hui 4 parcs et qui sont l'un des outils des politiques régionales pour effectivement développer le territoire. Les parcs, en fait, sont mal connus en réalité. Je pense que les gens sont très attachés aux parcs. Mais comme je le dis souvent, ils ont un peu la foi du charbonnier. C'est-à-dire que intuitivement, les gens pensent que les parcs sont un bon outil. Beaucoup seraient bien en peine de dire de façon très précise, si vous voulez, ce que font les parcs. Moi, pour faire très simple, nous avons d'abord une mission première qui est de protéger et de mettre en valeur les espaces naturels et agricoles du territoire. Nous le faisons notamment dans le domaine de l'eau, avec un objectif très clair qui est à la fois de développer la biodiversité, de protéger, développer la biodiversité, qui est un élément majeur, et puis éventuellement, secondairement, de lutter contre les inondations quand on peut marier les deux. Et c'est ce que nous faisons, et c'est ce que nous avons fait, notamment par exemple récemment dans une réserve naturelle régionale à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Une opération d'ailleurs qui est jugée exemplaire, puisque aujourd'hui elle est même dans un tutoriel de l'Office français de la biodiversité. Une action très très importante, et nous avons beaucoup de coopération. C'est le parc également qui gère en lien avec l'ONF les sites Natura 2000 plusieurs sites Natura 2000 de la forêt de Rambouillet. Donc, si vous voulez, nous sommes très présents sur ce terrain et c'est normal puisque c'est le cœur de métier des parcs. Mais à côté de ça, les parcs ont aussi une mission d'aménagement du territoire. C'est un mot qui a disparu du vocabulaire. Je le regrette beaucoup. Je le regrette beaucoup parce que je suis géographe de formation et je crois qu'il est nécessaire d'aménager le territoire et de ne pas laisser les choses filer au fil de l'eau et au gré du hasard ou des intérêts privés. Et donc, nous avons toute une série de politiques que nous mettons en œuvre. Là encore, main dans la main avec le Conseil régional d'Île-de-France. Nous l'avons fait, par exemple, en matière de développement économique. Alors, c'est particulièrement d'actualité, mais on traverse une crise difficile. Mais si on se place dans une perspective beaucoup plus longue, le parc, notamment, favorise le développement d'activités commerciales et artisanales sur son territoire. On a un partenariat avec un dispositif national qui s'appelle les boutiques à l'essai et qui permet à un porteur de projet de tester pendant quelques mois et sans prendre de risques excessifs ses capacités à gérer une entreprise commerciale. Oui, sûr. Si vous voulez, ce qui caractérise les parcs, c'est que l'on fait du travail fin, si je puis dire. C'est la question des déplacements, elle est importante en zone rurale. Elle est en même temps très difficile à résoudre parce que tous les acteurs le savent. On ne peut pas faire circuler des lignes de bus dans nos territoires ruraux de façon suffisamment dense géographiquement, dense aussi du point de vue des horaires, parce que ça revient, c'est ruineux. Bien sûr. On recouvre des réalités très très différentes. La nôtre est fondée sur des petits véhicules.
Donc, ce sont des vannes, ce sont de petits véhicules et qui desservent le territoire à partir des arrêts de bus. On ne concurrence pas, évidemment, les taxis, le secteur privé. C'est-à-dire on ne ramasse pas les gens à leur domicile. Il y a d'autres expériences, si vous voulez, de transport à la demande. Je crois qu'il y en a plusieurs dizaines à l'échelle de l'Île-de-France. D'accord. Mais chacune a ses particularités et on est dans une phase, on va le dire, d'expérimentation. Ce sont des dispositifs qui sont nouveaux. Et donc là, le TAD de la vallée de Chevreuse et de Limours, il est parti pour une expérimentation de 2 années. Et au terme de ces 2 ans, on en tirera le bilan et on espère que l'on aura trouvé, non pas la pierre philosophale, mais en tout cas un moyen raisonnable de desserte des zones rurales en transport en commun. C'est une forme de taxi collectif, en fait. C'est l'agriculture en particulier. Si vous voulez, je vais pas employer l'expression connue qui est celle de dire que les agriculteurs sont des jardiniers du paysage, parce que beaucoup d'agriculteurs considèrent que ce sont d'abord des agents économiques. Oui, bien sûr. Et pour ma part, à dire vrai, je partage ce point de vue. Et cela nous convient très bien. Le parc, on est très attentif à tout cela. Nous souhaitons, c'est un mouvement qui est général sur le territoire, on souhaite rapprocher de plus en plus les producteurs et les consommateurs locaux pour éviter les longs transports et puis répondre à l'attente des consommateurs. Et donc, on est en train de travailler actuellement sur un plan alimentaire territorial qui est une déclinaison locale d'un dispositif national et qui vise à rapprocher sur un territoire les producteurs et les consommateurs, qui vise à aider les agriculteurs à développer leur production, notamment tout ce qui touche, je dirais, non pas l'autoconsommation, mais en tout cas qui vise la vente à la ferme. Tout ça, ce sont des dispositifs qui aujourd'hui existaient déjà avant la crise du Covid, mais qui effectivement ont été nettement, ont trouvé un nouvel élan, un nouveau souffle, si je puis dire, dans la crise du Covid, parce que les consommateurs ont été très sensibles effectivement à cette proximité. Très bien. Pour conclure cet entretien, je voulais terminer sur la conception que vous avez de ce qu'on pourrait appeler le rôle de politique. Je ne sais pas si vous allez vous représenter, bon, ce n'est pas le but de l'interview de savoir si oui ou non, mais pourrez-vous me dire comment vous voyez l'action politique dans le département des Yvelines, en sachant bien que on est, c'est moi qui le dis, on est au point crépusculaire de l'action de Pierre Bédier et sa manière de voir le monde et le monde de la politique. Comment vous voyez l'avenir de ces départements, en gros, si je peux reformuler la question? Écoutez, d'abord, moi, je voudrais rappeler, j'ai une longue expérience politique, c'est le privilège de l'âge, c'est le seul privilège, mais bon. Donc, j'ai une très longue expérience, une expérience qui me fait dire d'abord que, contrairement à ce que pensent beaucoup de nos concitoyens, les politiques ont un pouvoir important et essentiel. Aujourd'hui, alors ça touche moins les collectivités locales que l'État. Je trouve que les administrations ont parfois pris trop de place, peut-être pas supplanté, mais en tout cas pris trop de place dans la gestion du pays. Et le résultat, c'est que ça donne un peu parfois un sentiment d'impuissance du politique. Moi, je ne partage pas ce point de vue. Je pense simplement que les politiques doivent avoir des idées claires, avoir le courage de les défendre et ensuite de demander aux administrations, si vous voulez, de mettre en œuvre ces politiques. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai parfois l'impression que les Yvelines vivent en monarchie. Le président décide de tout. Je considère que c'est une façon archaïque de gouverner. Aujourd'hui, on vit dans un monde complexe, avec énormément d'enjeux.
Et je pense que c'est plutôt dans le dialogue, dans l'écoute, que l'on peut effectivement fixer ensemble les politiques publiques. Moi, j'ai connu des temps très heureux au Conseil départemental des Yvelines, du temps de Franck Borotra ou d'Alain Schmitz. Ça me convenait tout à fait. Alain Schmitz, j'ai été son vice-président chargé du développement économique et du numérique. Il m'avait laissé largement, il faut le dire, les coudées franches. J'espère ne pas avoir fait de bêtises et j'espère avoir fait avancer les dossiers. Je ne vais pas vous refaire le couplet sur le numérique, mais je suis assez fier aussi aujourd'hui qu'on ait en France, dans les Yvelines, un grand institut de recherche sur l'automobile. Le canton de Verneuil, vous savez, les villes comme Verneuil, Vernouillet, Triel, Oui. etc. On est en train de voir ici la fin de la droite LR. Autrement dit, on a constaté qu'il y a une sorte de moments où beaucoup des élus locaux sont orphelins. Et vous voyez bien qu'il y a les deux pôles d'attraction, c'est-à-dire les pôles des Pierre Bédier et les pôles de Madame Pécresse. Cette concurrence profite aux autres, hein, notamment la liste de LRM, pardon, et aussi parfois il y a des gens qui sont sans parti. Vous pensez comme moi, je pose la question, hein, que la droite classique est en train de se chercher, de former de nouvelles alliances, de se constituer, de créer une nouvelle doctrine, parce que finalement peut-être on a perdu aussi la boussole. Là, Emmanuel Macron a une vision très étatiste de la façon de gouverner la France. Et assez curieusement, c'est un sentiment personnel, assez curieusement, il n'a jamais cherché à créer un vrai parti solide, implanté localement. Et on le voit bien aujourd'hui dans les Yvelines. Je ne suis pas très informé, mais il me semble bien que LREM est fantomatique. Bien sûr. Il y a des élus, il y a quelques élus LREM, mais très franchement, l'existence politique comme parti politique local de LREM, voilà, il n'existe quasiment pas. Et ça, je pense que l'impulsion vient du président de la République. Il n'a jamais cherché à constituer un vrai parti de gouvernement. Qui cherchait étaient des partis de gouvernement, mais avec une forte implantation territoriale. Assez curieusement, Macron semble s'être toujours plus ou moins désintéressé du parti qu'il aurait pu essayer de constituer. Donc aujourd'hui, effectivement, ça crée un paysage politique relativement flou et incertain. C'est vrai que LR s'identifie assez largement à Pierre Bédier. Je ne suis pas toujours sûr que ce soit la meilleure chose pour ce